Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, le temps d'analyser toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, Alain Joyandet. Bonjour, sénateur LR de la Haute-Saône et secrétaire de la Commission des Finances. Vous réagirez à différents sujets dans cette émission. On va notamment revenir sur la séance de câlinothérapie à laquelle s'est livré hier Emmanuel Macron avec les députés de La République En Marche, une majorité qu'il a appelée à l'unité. Durant cette heure également, nous irons comme tous les jours en salle des conférences avec aujourd'hui Steve Jourdain. Alors qui sera à votre micro, Steve? Bruno Sido, sénateur Les Républicains, sera avec moi. On lui demandera si l'écologie est devenue un thème incontournable, même à droite. Merci beaucoup Steve, à tout à l'heure. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Quentin Calmet. Bonjour Quentin. On va revenir grâce à vous sur l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée. La commission spéciale noyée sous les amendements a interrompu ses travaux. Et oui, retour à la case départ dans l'examen au Parlement de la réforme des retraites. Merci Quentin, à tout de suite. Également sur ce plateau, Samia Dechir, bonjour. Avec vous, on va parler de la valeur du point dans le futur système des retraites. C'est ce qui va déterminer le montant de nos retraites et pourtant on ne sait pas vraiment encore comment ce sera calculé. À la grande inconnue. Enfin, on va prendre du recul avec Bruno Filini, historien, vous collaborez à la revue L'Hémicycle. Retour avec vous sur un épisode méconnu de notre histoire. En février 1920, la France a envisagé de céder les Antilles aux États-Unis. Oui, peut-on payer ses dettes en cédant un territoire? Ça, c'est une vraie question politique. Et voilà, merci beaucoup, à tout à l'heure. Dans une demi-heure, notre grand débat. Nous revenons sur le 4e Conseil de défense écologique. Emmanuel Macron, très offensif dans ses discours en matière d'environnement et dans les actes symboliques. Il se rend demain d'ailleurs sur la mer de Glace, le plus grand glacier français victime de la hausse des températures. Mais les actes sont-ils à la hauteur? Quel bilan à mi-mandat face à l'urgence climatique? #ALPL pour réagir sur Twitter. Mais d'abord, le président de la République au chevet de sa majorité. Thérapie de groupe hier à l'Assemblée avec les députés La République En Marche blessés après les propos du chef de l'État sur le manque d'humanité. On en parle dans un instant, mais d'abord le récit de la soirée avec Jérémy Heinzmann. Une opération reconquête. Sous la forme d'un grand débat à l'Élysée, Emmanuel Macron a voulu rassurer les députés de la majorité. Il dit n'avoir donné de leçons à personne et souhaite apaiser les tensions nées autour de la proposition de loi sur le congé pour deuil parental. Le quinquennat précédent s'est disloqué sur des aventures personnelles. Je vous demande de l'unité, pas de l'uniformité. Nous devons continuer à faire vivre le dépassement et non pas recréer des chapelles où aile gauche et aile droite se répondent en stéréo. Rassemblés autour des fondamentaux et remobilisés, le président de la République a réaffirmé sa fermeté sur la réforme des retraites, critiquant notamment son blocage par les élus de la France insoumise. Pour lui, c'est une bataille à gagner absolument avant l'été. Moi, je pense que le calme du pays ne se construira pas dans notre immobilisme. Non, c'est pas vrai, pas nous. Mais il se construira dans la capacité à, d'une part, donner du sens aux résultats qui arrivent, dans la perspective de tout ce qui a été fait, et d'autre part, réussir à retrouver la prise terre et à remettre un peu tout le monde au calme sur les quelques grands axes sur lesquels on part. 2 heures d'échange au total. Une mise au point jugée nécessaire par la plupart des 320 parlementaires présents. Vous savez qu'on a été élus en 2017, la plupart d'entre nous, on ne venait pas de la vie politique. Et donc effectivement, on ne réagit peut-être pas avec les mêmes codes que ceux qui ont fait toute leur carrière politique. Mais ce qui compte pour nous, c'est d'être utile. Et je crois que cette soirée-là, elle était importante parce qu'elle a donné de la vision et du sens à l'action qu'on mène. Hier soir, Emmanuel Macron a également insisté sur la sécurité et l'écologie, 2 piliers pour la suite de son quinquennat. Alain Joyandet, hier, Emmanuel Macron a demandé à ses troupes d'assumer d'être des amateurs. Est-ce que vous jugez que la majorité présidentielle a fait preuve d'amateurisme depuis le début de ce quinquennat? Disons qu'elle a fait preuve de fraîcheur, en tout cas, si elle n'a pas fait preuve d'amateurisme. C'est plus positif que de l'amateurisme. Oui, mais bon, vous savez, je suis sénateur, j'ai pas envie de donner de leçons aux députés. J'ai été député pendant 10 ans, je crois que chaque pouvoir exécutif a connu à un moment donné ou un autre des doutes dans sa majorité. Ce que je sais, c'est que pour un président de la République, c'est très important d'avoir une majorité stable sur laquelle il peut s'appuyer, parce que ça marche dans les 2 sens. Le président essaie de tenir, comme on dit, sa majorité, mais les députés rentrent toutes les semaines dans leur circonscription. Et là, vous direz que c'est le cas ?
Pardon ? Vous diriez que c'est le cas, qu'il a une majorité stable ou pas Là, il y a plutôt de l'instabilité. l'instabilité. Il y a plutôt de l'instabilité. Et on constate bien dans les circonscriptions que pour l'instant, les députés de la majorité ont un peu de mal à tenir bon et à vanter les mérites de la politique du président. Donc quand les députés commencent à être fragiles dans leur tête et que quand ils rentrent dans leur circonscription, ils n'ont plus tellement envie de défendre la politique qui est conduite par le président et le gouvernement, ça peut être très dangereux. D'où l'opération lancée par Emmanuel Macron. Je pense que sur le fond, il a raison. On verra s'il a réussi. Est-ce que pour vous, il a commis une erreur en appelant sa majorité à plus d'humanité après le fameux pataquès du congé pour deuil d'enfant, ce qui laissait penser que les députés n'étaient pas humains? Moi, je pense que c'est sans doute un propos qu'il regrette, parce qu'à partir du moment où le propos est mal interprété et qu'il est mal interprété par la majorité des députés, ça veut dire qu'ils l'ont quand même pris pour eux. Donc s'ils l'ont pris pour eux, on peut penser que c'était quand même une maladresse. Justement, Gérard Larcher, ce matin, a dit les députés, ils ont voté. Est-ce qu'on leur demande de voter? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est le gouvernement, finalement, qui est surtout responsable des consignes qu'il donne? Je crois que le président Larcher a raison. D'ailleurs, j'ai bien entendu le Premier ministre qui a dit qu'il avait qu'il y avait une erreur qui avait été commise, qu'il en prend sa part de responsabilité, parce qu'au fond, l'histoire est celle-là. Au fond, ce n'est pas les députés qui ont été à l'origine du couac. Après, on leur a donné une leçon qu'ils ne méritaient pas. Donc on peut comprendre que le président soit obligé de reprendre sa majorité en main. Hier, Emmanuel Macron a également jugé qu'il n'a pas de leçon à recevoir de la part de l'ancien monde, car jamais il n'y a eu autant de réformes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Vous qui avez bien travaillé avec Nicolas Sarkozy notamment. Ouais, je pense qu'il faut arrêter de comparer l'ancien monde et celui qui serait le nouveau monde. Parce qu'actuellement, en politique, on a recours à des méthodes pires que pendant l'ancien monde. Donc on voit bien qu'avec des députés, comme le disait leur président tout à l'heure, qui sont des gens un peu frais, qui ne viennent pas de la politique, il l'a dit comme cela. Et on voit bien que les méthodes qui sont employées pour tenir le groupe sont bien encore plus critiquable que ce qui se passait il y a 20 ans ou 30 ans. Un mot enfin sur le fait que beaucoup d'élus hier se sont aussi émus des violences qu'ils subissent aujourd'hui, notamment les dégradations de permanence, un certain nombre d'injures, etc. Est-ce que pour vous, c'est un phénomène vraiment nouveau en politique ou est-ce que ça a toujours existé, cette violence? En tout cas, c'est révélateur d'une véritable inquiétude de millions de Français. Peut-être en reparlera-t-on, mais je pense qu'il y a vraiment une très très grande inquiétude, y compris dans le monde du travail. Parce que vous savez, auparavant, il y avait ceux qui travaillaient, qui arrivaient à bien vivre de leur travail, puis ceux qui ne travaillaient pas, qui ne pouvaient pas ou qui ne voulaient pas. Aujourd'hui, ceux qui vivent de leur travail ne s'en sortent plus. Ça, je pense que ça crée de la violence. Et il y a une autre inquiétude, bien sûr, c'est la question de la réforme des retraites. C'est le principal défi de la majorité en ce moment. On va en parler, d'ailleurs, c'est la chronique de Quentin Calmet. C'est l'heure du club. Et oui, Quentin, on va parler de la réforme des retraites à l'Assemblée, puisque comme prévu, la commission spéciale n'a pas réussi à terminer l'examen des 22 000 amendements qui étaient déposés sur le texte, ce qui paraît vraiment très très étonnant. Oui, non, ce n'est pas étonnant, mais c'est quand même une situation inédite depuis la réforme constitutionnelle de 2008, votée sous Nicolas Sarkozy d'ailleurs. Les députés ont jeté l'éponge hier vers 23h. Il restait encore 14 000 amendements sur les 22 000 déposés. Écoutez la présidente de la commission spéciale à l'Assemblée nationale, lorsqu'elle a fait l'annonce hier, on va le voir, elle avait un ton assez désabusé au moment de l'annonce. Je ne peux que déplorer comme vous le caractère chaotique qui a parfois prévalu à nos débats, à nos travaux, et espérer que la séance publique le sera moins. Alors, je prends acte que notre commission n'est pas en mesure d'achever la discussion des articles du projet de loi ordinaire. J'interroge donc la commission sur cette prise d'acte. Merci. Donc, en conséquence, la commission ne peut adopter de texte et en application de l'article 42, j'ai pas fini, de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte du projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée. Voilà, ambiance. Hein. Et donc, comme une seule partie du texte a été examinée, on repart de zéro lundi en séance publique. Car Tam, vous ne pouvez pas avoir une version de la réforme des retraites à moitié écrite par amendement des députés et à l'autre moitié rédigée par le gouvernement.
Normalement, on s'arrête quand tous les amendements sont examinés. Là, je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Eh bien oui, effectivement, normalement, en commission, on examine tous les amendements pour voter un texte. Mais eh bien, il faut que le texte il arrive en séance publique. Lundi, le gouvernement a maintenu son ordre du jour lundi en séance publique à l'Assemblée. Voilà, et donc on en revient à cette histoire de calendrier, très critiqué depuis plusieurs semaines. Il est très contraint, ce calendrier. L'examen en séance, il est prioritaire sur celui en commission. Les députés ont donc dû s'arrêter hier, car en plus, il y a des délais pour permettre de déposer à nouveau des amendements avant la séance publique de lundi. Oui, et donc, c'est même les amendements de séance. Tout à fait, c'est ça qu'on voit au Parlement, effectivement. Et on va revoir ensemble, Tam, ce calendrier de la réforme des retraites, celui qu'on critique beaucoup dans l'opposition et au Sénat également. L'exécutif espère adopter la réforme des retraites à l'Assemblée nationale avant les municipales. Il l'a donc inscrit à l'ordre du jour lundi. Nous serons le 17 février. Le vote final du texte est donc prévu pour le 3 mars. Cela laissait donc a priori 15 jours d'examen, mais il pourrait y avoir une 3e semaine d'examen de ce texte. Et vous, sénateurs, vous pourrez vous emparer du texte à partir du 20 avril après les élections municipales pour un vote a priori, nous dit-on au Sénat, prévu pour le 5 mai. Les sénateurs, d'ailleurs, qui sont constants dans leur opposition, ils sont toujours vent debout contre ce calendrier que vous venez d'évoquer. Eh oui, ça fait plusieurs semaines qu'on vous parle de cette coalition entre la droite et la gauche contre ce calendrier. La droite demande un report, d'attendre la fin de la conférence de financement avec les partenaires sociaux. Et donc, encore ce matin, Gérard Larcher, le président du Sénat, il a dénoncé l'amateurisme de l'exécutif sur ce calendrier. Écoutez, c'était chez nos confrères de CNews. Au fond, on demande aux députés de voter une réforme qui concerne 14% du PIB, 321 milliards, sans connaître les conséquences financières, sans connaître, il y a 29 ordonnances, comment sera gérée la transition, comment sera adaptée cette réforme à des métiers différents. En fait, on leur demande de voter dans un tunnel. Ça, c'est cette part d'amateurisme et peut-être de manque de respect du Parlement. Voilà pourquoi le Sénat a proposé qu'on lève la procédure accélérée. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant, Quentin, à l'Assemblée ? Eh bien, on évoquait l'arrivée du texte en séance à l'Assemblée nationale à partir de lundi. Dans les rangs de la France insoumise, on se prépare, je cite, à un feu d'artifice. Il y aura sans doute encore plus d'amendements à examiner. Les prises de parole vont se multiplier, les rappels au règlement, les demandes d'interruption de séance. Les députés, ils fonctionnent beaucoup comme ça. C'est beaucoup moins le cas au Sénat. La lutte continue sur tous les fronts. L'obstination de Macron sera vaincue, a tweeté Jean-Luc Mélenchon. Les autres groupes politiques pourraient déposer des motions de censure ou des motions référendaires. Pour l'heure, la majorité, elle exclut de recourir au 49.3, mais l'opposition pourrait tout faire pour obliger le gouvernement à y avoir recours. Le 49.3, c'est la sulfateuse du débat parlementaire, la bombe atomique parlementaire, disent les constitutionnalistes. Son utilisation aurait des conséquences sur l'ensemble du quinquennat. Le 49.3, l'Hiroshima parlementaire. Pour aller encore plus loin, je précise également qu'il faut lire le site de publicsénat.fr sur lequel il y a l'excellent article de François Vignal, Alain Joyandet. Votre réaction, donc 22 000 amendements en commission, peut-être encore plus en séance à l'Assemblée. Est-ce que l'obstruction parlementaire, c'est comme ça qu'on peut appeler ça quand même, c'est de bonne guerre face à ce gouvernement qui est sourd et qui ne veut pas bouger le calendrier ? En tout cas, l'obstruction parlementaire, ça fait partie du débat parlementaire. Oui. Ça a toujours fait partie du débat parlementaire, surtout dans des grands moments démocratiques, avec des grands sujets de société. La droite l'avait utilisé notamment contre les nationalisations en 1981. Oui, je pense que c'est pour ça que je dis que chacun, à un moment donné, chaque camp politique, à un moment donné, l'a utilisé. Oui. En tout cas, ça fait moins mal. La gauche l'avait utilisé contre les privatisations. On se rappelle notamment de GDF en 2006. Oui, en tout cas, ça fait moins mal, si vous voulez, que les grandes manifestations publiques que l'on a pu voir. Je pense que le débat parlementaire, il a aussi ses excès, mais enfin, c'est quand même des excès à l'intérieur du Parlement. Je pense que cette réforme, aujourd'hui, est tellement contestée, tellement mal comprise. Ce qu'a dit aussi le président Larcher tout à l'heure est vrai. Comment voulez-vous qu'une réforme pour laquelle il n'y a aucune explication financière pour l'instant, je pense qu'on en reparlera aussi peut-être tout à l'heure, où les gens ne savent pas très bien à quelle sauce ils vont être mangés lorsqu'ils seront en retraite. Les députés ne font au fond qu'être les relais de cette incompréhension, de cette très forte contestation. Je me demande au point où on en est s'il ne faudrait quand même pas réfléchir, déjà au moins revenir sur la procédure accélérée,
puis réfléchir tout simplement vraiment à la pertinence de cette réforme et à cet entêtement qui peut nous conduire vers des gros problèmes. On sent, vous êtes complètement opposé à cette réforme, mais est-ce que vous êtes dans une position un petit peu compliquée à tenir parce que vous êtes quand même favorable à la réforme? C'est moins clair pour les concitoyens que le rejet total. Je me permets de vous rectifier, je n'ai jamais été complètement opposé à cette réforme. Parce que sur l'idée d'un service universel qui rende plus de justice aux citoyens dans le service des retraites, je n'ai jamais été véritablement opposé à ça. Le principe de la retraite, mais je pense que quand on met une réforme comme ça sur la table, je pense qu'il faut qu'elle soit comprise par tout le monde. Et en ce moment, c'est impossible à le faire. Nous avons réformé les retraites quand nous étions au gouvernement. Ça a été rappelé tout à l'heure. Je rappelle que, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, 310, 320 milliards les retraites. Actuellement, ça va plus mal que prévu, et tout en étant plus mal que prévu, on est à 9 milliards de déficit. C'est-à-dire grosso modo 3% du système. On n'a peut-être pas besoin de vouloir tout révolutionner. Si on faisait quelques ajustements intelligents, homéopathiques, que les gens comprendraient. On dirait on travaille un petit peu plus. Il suffirait d'augmenter un peu l'assiette des retraites, soit un peu plus. Pas forcément toute une réforme systémique, c'est pas nécessaire. Et pourquoi vouloir tout casser? On sait que la France, c'est la France. Il y a 42 régimes de retraite qui sont spécifiques. On dirait simplement, sauf pour tous ceux qui sont à 65 ans déjà, on dirait à tous les autres, allez, acceptez de travailler un an de plus. Ou accepter de travailler quelques heures de plus par semaine. Et du coup, le régime redevient équilibré pour très longtemps, et dans 10 ans et dans 15 ans, on fera autre chose. C'est ça la sagesse de la réforme. C'est pas la peine de vouloir faire le grand soir pour dire c'est moi qui ai créé le régime universel. Alain Joyandet, on va continuer à parler des retraites, puisque c'est également votre sujet. Samia, vous vous êtes intéressée à la valeur du point dans le futur système. C'est un sujet qui intéresse tout le monde, en effet, puisqu'elle définit le montant, notamment des pensions. Oui, voilà, exactement, une question importante, puisque, donc, je le rappelle, dans cette réforme, ce qui va se passer, c'est que donc, vos cotisations vont rapporter des points, et la valeur de ces points va déterminer le montant de vos retraites. Chaque année, la valeur du point, elle sera revalorisée. Comment? C'est toute la question aujourd'hui. Jusqu'ici, le gouvernement avait laissé entendre plus ou moins que la valeur du point, elle suivrait l'évolution des salaires. Sauf que cette semaine, les députés ont découvert en commission que la revalorisation du point serait en fait basée sur le revenu d'activité moyen par tête. Alors, c'est un terme qui ne vous dit peut-être rien. Ah non, absolument rien. C'est normal, puisque c'est un indicateur qui n'existe pas encore. Ce sera à l'INSEE de le créer, de le définir, et au passage, l'INSEE n'était pas au courant. Alors, ça serait quoi, ce revenu moyen d'activité par tête? Eh bien, ce sera un indicateur qui prendra en compte les revenus de tous les actifs. Logique, dit le gouvernement, puisqu'il veut créer un système de retraite universel qui concerne tout le monde. Donc, il faut prendre en compte l'évolution des revenus de tout le monde. Donc, ça n'est pas du tout la même chose que si on se basait sur l'évolution du salaire moyen par tête, qui est un indicateur de l'INSEE qui existe déjà et qui mesure l'évolution des salaires du privé, c'est-à-dire environ 60% des actifs. Donc, une majorité d'entre eux. Le revenu moyen d'activité par tête, donc ce nouvel indicateur, lui, prendrait en compte non seulement les salaires du privé qu'on vient de voir, mais aussi ceux des fonctionnaires et enfin tous les revenus non salariés. Et c'est là que c'est encore flou parce que c'est dans cette dernière catégorie qu'il est beaucoup plus difficile de mesurer l'évolution des revenus. C'est ce que nous a expliqué l'économiste Henri Sterdignac. On l'écoute. Il va falloir choisir les non-salariaux qu'on prend en compte. Est-ce qu'effectivement, il faut ou non prendre en compte les précaires? Les revenus des agriculteurs n'ont rien à voir avec les revenus des médecins, qui n'ont rien à voir avec les revenus des avocats. Donc, bien sûr, ça sera une statistique qui sera beaucoup plus problématique et qui va être revue 1 ou 2 ans après, lorsque les comptes nationaux sont connus. Voilà, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Alors admettons que l'INSEE arrive à faire le calcul. Au fond, qu'est-ce que ça va vraiment changer? Eh bien, ça risque fort de faire baisser la valeur du point puisqu'on va intégrer au calcul des revenus qui évoluent beaucoup moins vite. On va regarder pour bien comprendre les chiffres de l'année 2017. En 2017, le salaire moyen par tête, donc celui des salariés du privé, a augmenté de 2,1%. Mais celui des fonctionnaires, lui, n'a augmenté que de 0,9%.
Et les revenus des non-salariés n'ont progressé, eux, que de 0,7%. Et encore, ça, c'est sans tenir compte des revenus agricoles qui progressent encore moins vite. Donc, on a vu ces chiffres. Il n'y a pas besoin d'être un grand statisticien pour comprendre que si on intègre au calcul du point l'évolution des revenus des fonctionnaires et de tous les non-salariés, eh bien, ça risque fort de faire baisser le niveau des retraites. Même si, bien sûr, tout ça, ça ne reste que des projections. Parce qu'en réalité, on le voyait un peu plus tôt, on ne sait pas qui va être intégré, quels revenus vraiment vont être intégrés dans ce fameux revenu moyen d'activité par tête. Et ça, on ne le saura probablement pas avant que les parlementaires votent ce fameux projet de retraite. Alors, vous êtes, vous, prêt à voter une réforme des retraites sans savoir précisément comment sera calculée la valeur du point ? Ah, sûrement pas. Je pense que... Parce que c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. D'abord, je trouve que vous avez beaucoup de mérite. Parce que Merci. Vous avez beaucoup de mérite, parce que pour rentrer dans le buisson, ce que vous avez fait là pour expliquer, pour tenter d'expliquer, je ne suis pas certain que les téléspectateurs aient compris, même si vous avez mis beaucoup de talent, vous avez beaucoup d'efforts, je pense que le système actuel vraiment est incompréhensible par nos concitoyens. Et quand une réforme est incompréhensible par nos concitoyens, elle ne peut pas être acceptée. Moi, j'avais cru comprendre, là je ne parle pas de la revalorisation, mais qu'est-ce que c'est qu'un point ? J'avais cru comprendre que grosso modo, avec 10 € de cotisation, on allait accumuler un point, et qu'à chaque fois qu'on aurait accumulé un point, on pourrait avoir 0,55 € de retraite. Déjà, c'est compliqué. Déjà, c'est pourtant relativement simple, mais c'est déjà compliqué à imaginer. Je me suis amusé à faire quelques calculs. Et donc, moi-même, par exemple, dans ma ville, à Vesoul, j'ai 3500 salariés Peugeot. J'en ai rencontré quelques-uns et on a essayé ensemble de tenter de calculer ce que serait leur retraite. Nous n'y sommes pas vraiment parvenus. À 100 ou 200 € près. C'est beaucoup, 100 ou 200 € près pour les gens. Et quand ils ne savent pas comment la retraite va être revalorisée, et là on dit qu'on va créer un nouvel indice, ça veut donc dire que, comme le disait le président Larcher, on nous apporte un texte sur lequel on nous demande de voter à toute vitesse, dont on ne connaît absolument pas les conséquences. Le fameux chèque en blanc, quoi. Voilà, donc, il y a des trous de tous les côtés. La question n'est pas d'être contre par définition. C'est pas ça la question. On n'est pas des opposants au Sénat, des opposants permanents. Au contraire, on est constructif dans notre esprit. Mais il faut quand même qu'on ait un peu d'éléments pour expliquer notre vote. Quand on a eu en plus comme candidat François Fillon, il a expliqué pendant la campagne que l'avantage de la retraite par points, c'est de pouvoir facilement baisser le point. Vous comprenez la méfiance de tout le monde ? Oui, vous comprendrez aussi que moi, je soutenais Nicolas Sarkozy. D'accord ? Et avec Nicolas Sarkozy, on a fait la réforme des retraites. C'était le candidat de la droite, et on n'a pas fait le grand soir des retraites. Ça a dû faire 8 ou 9 jours de grève, pas plus. Et on a réformé le système pour 20 ans. Donc, vous voyez, j'étais pas non plus pour un système à tout casser. La France, c'est pas un pays qu'on casse. Voilà, quand on casse les systèmes qui existent en France, alors c'est les gens qui se manifestent de manière violente et on sait vers quoi ça va. Donc je suis assez fier de ce que nous avons fait avec Nicolas Sarkozy lorsque nous étions au gouvernement, en faveur d'ailleurs d'un régime de retraite le plus social possible. En plus de cela, Alain Joyandet, eh bien, ce nouveau système, il entrerait en vigueur seulement en 2045. Avant ça, on aurait quelque chose, une valeur du point qui serait située entre l'inflation et ce fameux nouveau revenu moyen d'activité. Donc ça serait a priori encore en dessous. Oui, c'est pour ça que, argument après argument, je dis s'il y avait un peu de sagesse, eh bien, on prendrait du temps. On voit bien que l'Assemblée nationale ne peut pas faire son travail. On veut nous faire légiférer au Sénat en quelques semaines seulement. À la place du président Macron, c'est un moment de honte et vite passé. Je retirerai ce texte-là très très vite et puis je remettrai tout le monde autour de la table pour faire quelque chose de sage, de sérieux, d'équilibré. Mais comme on n'a pas le courage de dire aux gens, vous vivez beaucoup plus longtemps, il va falloir que vous travaillez un petit peu plus pour assurer la retraite de nos enfants, de nos petits-enfants. Du coup, on trouve des systèmes alambiqués qui vont conduire à ce que disait Madame tout à l'heure, c'est-à-dire baisser d'une manière générale le niveau des pensions dans notre pays. C'est pas ça qu'on veut. On veut que les gens travaillent plus pour gagner plus. Il faut qu'ils travaillent peut-être un petit peu plus longtemps pour préserver leur système de retraite. Il faut avoir le courage de le dire. Un mot pour conclure sur le fait que finalement, cet examen de la réforme de retraite vire à la bataille de communication. C'est vraiment ce qu'on a l'impression d'avoir avec les amendements de la France Insoumise. Elle marque des points parce qu'elle gagne la bataille de la communication. Et puis là, eh bien, ce point que vous souleviez, Samia, c'est un énorme couac de communication. Oui, mais de toute façon, quand on est dans un échec politique, on explique toujours l'échec politique par un problème de communication. Vous savez, quand les choses sont inexplicables, c'est difficile de les faire comprendre. Eh oui.
Il n'y a pas que de la pédagogie qu'il faut faire, comme le dit le président de la République. Vous savez, il y a le savoir-faire, et puis après, il y a le faire savoir. Donc, si on veut faire savoir les choses, d'abord, il faut peut-être les faire d'une manière compréhensible. Alors voilà pour la réforme des retraites, notre avenir peut-être. On termine par un petit saut dans l'histoire avec vous, Bruno Fulini. Je rappelle que vous êtes historien, vous collaborez à la revue L'Hémicycle. Votre dernier livre, Les rois fous de l'histoire, vient de paraître. Et il y a un siècle, Bruno, la France a failli céder les Antilles aux États-Unis pour effacer une partie de ses dettes après la Grande Guerre. Une histoire vraiment méconnue, là. Oui, faisons un bond il y a exactement un siècle en arrière, jour pour jour au Sénat. Alors, dans l'hémicycle du Sénat, c'est une séance très patriotique, très solennelle. Les sénateurs votent un texte reconnaissant que Raymond Poincaré a bien mérité de la patrie. On avait voté la même chose pour Clémenceau et le maréchal Foch en 1918. On avait un tout petit peu oublié le président de la République. Donc, comme il arrive à la fin de son mandat, on répare cet oubli en 1920. Mais dans les couloirs, on parle de toute autre chose. La presse a sorti une information étonnante, incroyable. La France, justement, pour gagner la Grande Guerre, a beaucoup dépensé. Elle s'est beaucoup endettée, y compris auprès des États-Unis. Il va bien falloir rembourser. Eh bien, l'idée, c'est qu'on rembourserait en quelque sorte en nature en cédant 3 territoires, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, qui deviendrait territoire américain. Alors, évidemment, ça fait beaucoup jaser, d'autant qu'en 1920, les États-Unis sont encore ségrégationnistes. Donc, pour les Antillais, ce changement de pavillon aurait vraiment des conséquences dramatiques. Et bien, il y en a un qui est vraiment très mécontent, c'est Henri Béranger, qui est sénateur de la Guadeloupe, qui publie une lettre ouverte qui ameute un petit peu ses collègues parlementaires qui protestent. Comment la France a consenti d'énormes sacrifices pour reprendre l'Alsace et la Moselle, et elle céderait ces territoires américains. Et puis, ces territoires, ils sont français depuis très longtemps. Il faut savoir que la Martinique et la Guadeloupe sont françaises depuis 1635. La Guyane, c'est encore plus ancien. Les Français y sont depuis 1503. Et nous avons fêté le tricentenaire. Oui, tout à fait. Alors, que faire ? Et quelle était alors la position du gouvernement? Le gouvernement est très embêté parce qu'il a beaucoup de mal à faire admettre qu'il n'y est pour rien, que ça n'est pas son intention, que ce ne sont pas du tout ses projets. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit d'une fausse nouvelle. On ne parle pas encore de fake news à l'époque. C'est tout simplement, mais c'en est une déjà. Et oui, c'est un éditorialiste américain de Chicago qui a lancé cette idée dans l'optique un petit peu de l'Amérique aux Américains. Et puis, les États-Unis sont déjà présents en Haïti. Ils sont présents à Panama. Donc, pourquoi pas, eh bien, pendant qu'on y est, prendre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et effacer la dette de la France. C'est une fake news. Elles n'ont rien finalement de très nouveau. Ben oui, votre réaction, Alain Joyandet, les fake news, ça date pas d'hier, les rumeurs, ça a toujours existé. Oui, d'ailleurs, si au lieu de dire fake news, on pouvait à nouveau revenir et puis dire fausse nouvelle, ça m'arrangerait bien. Je serais très heureux dans le cadre de la défense de la francophonie. Et pourquoi ça n'a pas eu lieu ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, déjà, les manifestations existent. Et c'est en Martinique, je crois que c'est en 1919, que les Martiniquais se soulèvent et qu'ils manifestent et à Pointe-à-Pitre et qu'ils ne veulent absolument pas que la mère patrie les abandonne. Surtout qu'ils ont combattu. Ils ont combattu pendant la Grande Guerre. Ces 3 territoires ont contribué à la victoire. Et le Sénat, ici, avec le sénateur que vous avez cité tout à l'heure, a apporté évidemment toute sa contribution, puisque le sénateur en question, si mes petites recherches sont bonnes, a essayé de transformer ces territoires en départements pour que justement on éloigne encore plus la cession éventuelle aux États-Unis. Mais il faut bien dire qu'il n'y avait pas de fumée sans feu, puisque les États-Unis avaient quand même cette envie de récupérer ces territoires. Et il faut bien dire qu'il y avait un certain nombre de responsables français de l'époque qui ont quand même eu en tête de payer effectivement les dettes de guerre en cédant les territoires. Mais on a besoin de ces territoires pour l'avenir, parce que la francophonie, c'est sur les 5 continents, c'est 300 millions de locuteurs, donc, et tous ces territoires nous aident à rayonner dans le monde entier. Alors parfois on peut dire, oui, ça nous coûte un peu cher, c'est compliqué, il y a beaucoup de problèmes sociaux, etc. Mais c'est la France. La France est une et indivisible. Ça vous fait frémir, vous, l'idée qu'on aurait pu les perdre, vous, ancien secrétaire d'État à la francophonie, effectivement ? Je pense que c'était d'ailleurs
absolument pas possible, Oui. parce qu'à l'époque, ça aurait créé des problèmes considérables sur les territoires en question, qui souhaitaient rester avec la France. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il n'y a plus de débat, en tout cas pas pour l'instant, et j'espère qu'il n'y en aura pas dans l'avenir, parce qu'effectivement, c'est pour nous très important. Mais en tout cas, aujourd'hui, les inégalités, elles persistent toujours entre les Antilles et la métropole. Est-ce que, pour vous, c'est normal que l'outre-mer continue à rester l'éternel parent pauvre ? Oui, vous savez, on a des inégalités qui perdurent. On en parle beaucoup. On a beaucoup de mal à les combattre et à accélérer contre ces inégalités. Il y a la question insulaire qui existe évidemment, mais vous savez, en France aussi, persistent beaucoup les inégalités entre les femmes et les hommes. Et on en parle beaucoup. Et on a bien du mal à réduire ces inégalités, et accélérer la réduction des inégalités. Donc il faut faire encore plus pour nos territoires d'outre-mer, c'est certain, parce qu'il y va du rayonnement de la France. J'ai été bouleversé dans ma petite carrière ministérielle, parce que j'ai pu voir dans ces territoires, ou dans ce que j'ai pu voir aussi en Afrique, c'est plus la France, mais on retrouve un certain nombre de phénomènes sociaux identiques, beaucoup de misère humaine, qui pourra, malgré les bonnes intentions, combattre sérieusement et faire reculer cette misère humaine. C'est un défi pour l'humanité. Et il ne faut pas que des bonnes intentions, il faut des actes. Il faut aussi pouvoir faire. Voilà. Et les conférences internationales, j'ai participé à certaines d'entre elles, disent beaucoup de promesses, mais les promesses ne sont pas toujours tenues. Merci beaucoup Alain Joyandet. Je rappelle votre livre, Bruno Filini, Les rois fous de l'histoire, disponible dans les meilleures librairies. Merci à tous les trois pour vos éclairages. La suite d'ALPL, c'est notre grand débat. Nous revenons sur le 4e Conseil de défense écologique. Depuis le début du mandat, Emmanuel Macron est très offensif dans son discours en matière d'environnement, avec son fameux slogan « Make our planet great again » et dans les actes symboliques. Il se rend d'ailleurs demain sur la mer de glace, le plus grand glacier français victime de la hausse des températures. Mais les actes sont-ils à la hauteur? Quel bilan à mi-mandat face à l'urgence climatique? On ouvre le débat ce soir avec nos invités. Mais d'abord, retour sur les annonces de l'exécutif avec Hugo Lemonnier. Le chef de l'État, impatient de tourner la page des retraites. Emmanuel Macron prend un tournant écolo à quelques semaines des municipales avec 20 mesures pour la planète. Et un thème phare, la lutte contre l'érosion du littoral. D'abord, dans les espaces menacés à court terme, d'ici 30 ans, pour interdire les nouvelles constructions, en relocaliser certaines, recréer des dunes, des forêts, des prairies qui limitent l'érosion. Mon ministère vient de retenir 7 candidats que nous allons accompagner pour mettre en œuvre ces solutions fondées sur la nature. Autre mesure, la création d'un parc national et de 4 nouveaux parcs régionaux, comme ici en baie de Somme, avec pour ambition d'augmenter de moitié la surface des aires protégées. Des intentions louables pour l'opposition écologiste, qui dénonce tout de même un opportunisme électoral. On peut toujours sourire du fait que le président de la République convoque ses comités de défense écologique à chaque fois, quelques jours, quelques semaines avant l'échéance électorale. Et pour marquer les esprits en ce début de campagne, Emmanuel Macron se rendra ce soir au pied du Mont Blanc afin d'annoncer de nouvelles mesures de protection du massif, avec comme objectif limiter l'afflux des touristes et leur impact sur la biodiversité. Avec nous pour le grand débat d'Allons plus loin, Anne Bringot, bonjour, bienvenue. Vous êtes responsable transition énergétique au réseau Action Climat. Également sur ce plateau, Mathieu Cuib, bonjour. Bonsoir. Délégué général de l'Union des démocrates et des écologistes. Hervé Kempf, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de Reporter. Reporter, c'est le quotidien de l'écologie. Reporter qui publie l'écologie du 21e siècle aux éditions du Seuil. Et enfin, avec nous, Jean-Charles Collaroy. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes député La République En Marche de l'Isère et vous êtes membre du groupe d'études sur les objectifs du développement durable. Merci à tous les quatre d'être sur ce plateau. On va revenir dans un premier temps sur les annonces d'Emmanuel Macron et on va se poser cette question. Sont-elles à la hauteur? Le premier sujet dont il a beaucoup parlé, c'est la prévention des inondations, l'érosion des côtes, l'extension des aires protégées à 30% de notre territoire. Bref, l'idée de la fragilité de la nature, la nécessité de la préserver.
Anne Bringo, il ne prend pas beaucoup de risques, c'est des sujets assez consensuels. C'est très consensuel et c'est surtout pas vraiment à la hauteur de l'enjeu. On avait des petits pas, maintenant on est sur des symboles. C'est sympathique, mais ça ne fait pas une politique pour le climat. Ce qu'il faut, c'est respecter nos budgets carbone, ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce qu'on a dit qu'on ferait. Et pour l'instant, l'écart, il est très important avec les objectifs fixés. Jean-Charles Collaroy, c'est de l'ordre du symbole. On n'en est même plus de l'ordre des pas, nous dit Madame Bringo. Oui, moi je ne suis pas d'accord avec ça. D'abord, les symboles, c'est important. Et puis ensuite, effectivement, nous sommes dans l'action. Qui c'est qui ferme les centrales à charbon? Eh bien, c'est notre majorité. Qui fait la fermeture de Fessenheim? C'est notre majorité. L'arrêt du projet Montagne d'Or en Guyane, c'est une décision d'un conseil de défense écologique d'il y a quelques mois. L'arrêt de Notre-Dame-des-Landes, c'est notre politique. L'arrêt du projet Europa City, c'est notre politique. Donc nous sommes dans l'action. Il y a des symboles et protéger des territoires, le Mont Blanc, les littoraux, je pense que c'est plus que du symbole, c'est très important. Nous agissons au plan national pour réduire les émissions de CO2, mais ça prend du temps, il faut encore aller plus loin, je suis prêt à le concéder, on peut encore aller plus loin. Mais en revanche, nous sommes dans l'action et nous faisons déjà beaucoup. Hervé Kempf, on va en rester aux annonces d'aujourd'hui pour le moment. Emmanuel Macron a aussi présenté un grand plan de transition écologique pour les services publics, forfait mobilité durable, borne de recharge pour les véhicules électriques. Ce sont des solutions du quotidien, assure l'Élysée. On n'est pas dans les annonces chocs là non plus. Non, et puis d'abord, ce n'est pas M. Macron lui-même qui l'a présenté, c'était Mme Elisabeth Borne à l'issue du Conseil de défense écologique. Reporter, on a suivi tout à l'heure. Malgré tout, je reviens sur la question des aires protégées. C'est un symbole, mais le problème, c'est quand on protège des aires protégées, mais qu'on ne se donne pas les moyens de les protéger vraiment, ça n'est plus du symbole, c'est une sorte d'étiquette, voire de mensonge. Pour vous, les moyens n'y sont pas ? Tout à fait. L'Office français de la biodiversité, qui est en cours de création, voit ses budgets diminuer. Les agents sont en très grand malaise et vont plus s'occuper de chasse que de biodiversité. Et la deuxième chose, c'est l'Office national des forêts, qui est un organisme très important pour gérer les 30 à 40% de forêts publiques en France, se trouve en grande difficulté et en voie de privatisation avec une gestion de la forêt très industrielle. Donc la question des aires protégées, il y a un effet d'annonce, mais les moyens derrière ne suivent pas. Quant à la question que vous me posez sur les moyens du quotidien, c'est très bien. C'est très bien d'inciter les fonctionnaires à ne pas utiliser de fourchettes en plastique. Et c'est très bien. C'est l'idée que l'État donne l'exemple. C'est peut-être de l'ordre du symbole, mais c'est important quand même. Mais une fois de plus, on n'est quand même pas à la mesure des enjeux, puisqu'on voit que sur beaucoup d'autres choses, Anne Bringo l'a rappelé, mais on voit qu'en matière de politique climatique ou en artificialisation des sols, là, on a vraiment des indicateurs qui sont très négatifs. Sachant que sur le forfait vélo, ce qui va permettre effectivement aux salariés d'avoir une indemnisation pour leur trajet pour aller travailler à vélo, ça va être ouvert aux fonctionnaires, c'était prévu dans la loi d'orientation des mobilités, mais c'est toujours optionnel pour les salariés du privé, c'est-à-dire que ça dépend de la bonne volonté de l'employeur. C'est pas contraignant, on vous oblige pas à prendre votre vélo. Non, mais on n'oblige pas l'employeur à le proposer à son salarié, donc ce n'est pas un droit qui est accessible à tous, et ça c'est vraiment dommage si on veut engager vraiment les salariés à prendre davantage leur vélo. Mathieu Cuyp, y a-t-il un décalage entre la réalité puis les annonces? Moi, je ne suis pas d'accord en réalité, puisqu'on en parle. Le président de la République, ou Mme Borne, évoque la question notamment du littoral, des zones submersibles. On parle de 50 000 personnes qui aujourd'hui vivent dans des zones inondables, dont le gouvernement propose aujourd'hui un plan de relocalisation hors de ces zones-là. Là, on parle vraiment du concret, du quotidien, de gens réels qui ont, et on l'a vu ces derniers jours avec les différentes tempêtes qui ont touché nos côtes, subissent de plein fouet le changement climatique. Et en réalité, c'est un plan à 2050 puis 2100 qui touche 50 000 de nos concitoyens. On est absolument dans le concret. On n'est pas uniquement dans le petit pas, dans l'incantation ou dans les mots. On est dans une politique réelle. Et par ailleurs, sur le vélo, ça semble anecdotique comme ça, mais c'est aussi la volonté de faire en sorte que l'État soit exemplaire, mais aussi changer une culture au sein de l'État. Et en réalité, de l'administration, de nos fonctionnaires qui doivent être exemplaires et qui doivent eux aussi prendre le tournant du changement climatique et des nouvelles mobilités. Alors vous disiez que c'est Elisabeth Borne qui a fait effectivement les annonces cet après-midi à l'issue de ce Conseil de défense écologique, mais il y a eu l'entretien d'Emmanuel Macron au Dauphiné libéré, avant demain qu'il se rende sur la mer de glace. Le président de la République qui, dans cet entretien, a notamment jugé que le nucléaire, c'est une chance historique. La production, parce que c'est la production non intermittente la plus décarbonée au monde. Anne Bringo, votre avis là-dessus? Le nucléaire, est-ce que c'est une énergie verte?
Alors pas du tout. Je crois qu'Emmanuel Macron se renseigne un petit peu plus sur le système électrique et les possibilités. En France, on a un système électrique où on a encore beaucoup de nucléaire. Il faut savoir que l'électricité en France, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre. C'est très très peu. Les problèmes, c'est le transport, le bâtiment, l'agriculture, l'industrie. L'électricité, ça ne représente quasiment rien. Et dedans, on va fermer les centrales à charbon, c'est 2% encore en moins. Maintenant, le choix qu'on a, c'est on a des centrales nucléaires qui sont vieillissantes. Le choix, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les remplacer? Est-ce qu'on fait du nouveau nucléaire avec une électricité extrêmement coûteuse et on ne sait même avec pas les si EPR, avec vont tout le chantier démarrer très compliqué et actuel, avec des déchets nucléaires, ou est-ce qu'on va vers un système 100% énergie renouvelable? Et c'est ça le choix dont on sait que maintenant que c'est beaucoup plus compétitif. Tout ça, évidemment, avec des économies d'énergie à la clé, puisque l'idée, c'est pas de laisser les gens avec des passoires énergétiques, c'est pas de dépenser l'énergie à tout va, c'est bien de réduire cette consommation d'énergie et de la couvrir à 100% par des énergies renouvelables. Ça va créer en plus beaucoup plus d'emplois localement. C'est vraiment une question aussi d'aménagement du territoire et de développement d'activités pour les agriculteurs, pour les territoires ruraux. Jean-Charles Collaroy. Moi, je crois qu'Emmanuel Macron, il dit tout simplement une vérité, c'est-à-dire que la France peut être fière d'avoir aujourd'hui un mix énergétique décarboné. Ça fait sa force aujourd'hui aussi en Europe et pour donner l'exemple. Mais je crois qu'on peut être pour le développement des énergies nouvelles, mais sans être anti-nucléaire. Et c'est la voie que prend la France. Dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, nous avons des plans très ambitieux à 5 ans, à 10 ans, de développement de l'éolien, du solaire, des énergies thermiques. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'électricité, mais il faut parler aussi de la thermique. Si on veut décarboner les transports et avoir plus de véhicules électriques, il faut que ça soit avec une énergie verte, décarbonée. Ça peut être du nucléaire, ça peut être des énergies nouvelles, mais c'est dans l'équilibre entre ces différentes sources d'énergie que se trouvera la voie de la France, et pas dans une vision purement anti-nucléaire. Hervé Kempf. Oui, c'est un numéro d'équilibriste, ce que dit Emmanuel Macron, ou est-ce que vous êtes d'accord? Non, ce n'est pas un numéro d'équilibriste, c'est le numéro de communication de quelqu'un qui prétend faire de l'écologie et qui en fait n'en fait pas du tout. En deux mots, c'est une caricature, monsieur. C'est une caricature. C'est une caricature. C'est pour monsieur, ça que la fermeture des centrales à charbon. C'est pour ça que je vais argumenter maintenant, ce qui me permettrait de vous faire comprendre que ça n'est pas une caricature. Rapidement, pour ne pas prendre trop de temps, le nucléaire, il y a une telle fragilité financière, technique, dans le nucléaire que ça n'est plus une solution d'avenir. Il va d'abord falloir gérer les réacteurs à démanteler, il va falloir trouver une solution pour les déchets, et on n'en a absolument pas à l'occurrence, et il va falloir trouver les moyens de financer EDF qui est en fait en grande difficulté économique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Yann Bringot l'a redit, mais c'est tellement important que je me permets de réinsister, c'est qu'avant de parler de production d'énergie, d'énergie nouvelle, de biomasse, de nucléaire ou de pétrole, il faut parler économie d'énergie. La priorité absolue de nos politiques devrait être de faire des réductions de consommation électrique et énergétique. Parce que mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous pensez que là, on ne fait pas ça? Ça n'empêche pas l'autre, mais il faut se fixer comme priorité. Vous voyez, la réaction spontanée dans ce genre de réunion, c'est toujours de parler des systèmes de production et pas de parler de l'économie d'énergie, qui est à tout point de vue une solution beaucoup plus intéressante. Et c'est à partir de là, je finis là-dessus. Pardon, vas-y. Non, juste à partir de là qu'on pourra se poser la question, quand même, il faudra produire de l'énergie, et là, avec des énergies renouvelables. Excusez-moi, Anne Bringot. Il y a un mythe avec le nucléaire qui est que c'est une énergie abondante et peu chère. Alors, elle est plus peu chère, ça c'est clair qu'elle est de plus en plus coûteuse, mais on a toujours ce mythe qu'elle est très abondante, et donc on a laissé tomber en France les politiques d'économie d'énergie. Donc non, on voit c'est bien. Pas vrai. C'est pas vrai. Clairement, si. On fait des choses. On peut faire pas plus, d'accord. mais on dirait que tout est blanc ou tout est noir. C'est tellement caricatural ce que vous dites. On fait énormément de choses sur la rénovation des bâtiments. Le nombre de passoires énergétiques n'est pas en réduction, et le nombre de ménages en précarité. Mais bien sûr que si. On rénove chaque année entre 200 000 et 300 000 passoires énergétiques. Que vous me disiez qu'il faille en rénover plus, je le comprends. Que vous me disiez qu'il faille qu'on aille encore plus loin sur le changement de notre parc automobile. On fait aujourd'hui une prime à la conversion. On devait en faire 500 000. On fait 1 million de changements de véhicules. Ça, ce sont des politiques publiques. Mais là, quand on vous entend, on dirait qu'on ne fait rien. Mais c'est totalement faux. Totalement faux. La parole à Mathieu Kipling. Là où Jean-Charles Colasroy a raison, c'est quand même de voir ce débat de manière extrêmement manichéenne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la majorité, le gouvernement veut porter quelque chose, je pensais notamment à la suppression d'1 million de chaudières au fioul, par exemple. À chaque fois, on nous renvoie que ce sont des petits pas, des mesures de pacotille, etc., etc. La Montagne d'Or, Europa City, Notre-Dame-des-Landes, et j'en passe, les centrales à charbon. Sur la question du nucléaire, de toute façon,
façon, il y a évidemment une nécessité d'augmenter notre part d'énergie renouvelable. Ça, c'est clair. Le gouvernement, la ministre, dans le budget du ministère, on en a déjà débattu sur votre plateau, a cette année largement insisté sur justement le financement des énergies nouvelles et que de toute façon, on va devoir fermer un certain nombre de centrales d'ici à 20 ans et qu'en réalité, moi, je prône effectivement une augmentation de la part des énergies renouvelables. Mais que la justesse, elle se joue dans ce mix énergétique qui est précieux, qui fait l'indépendance énergétique de la France et qui va, à mon avis, dans le bon sens. On le voit en tout cas, eh bien, sur ce plateau, vous n'êtes pas du tout d'accord sur le bilan à mi-mandat du gouvernement. En sortie du Conseil de défense écologique, la ministre Elisabeth Borne, ce n'est pas étonnant, a défendu le bilan de l'exécutif. On l'écoute et on en parle juste après. Ce 4e Conseil de défense écologique incarne l'ambition intacte du président de la République et du gouvernement de mener une politique écologique massive et concrète qui bénéficie à toutes les Françaises et tous les Français. Voilà pour la prise de parole de la ministre tout à l'heure. Et puis je vais reprendre un petit peu ce que vous me disiez sur ce bilan à mi-mandat, le bilan environnemental de La République En Marche. C'est notamment l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, l'abandon du projet de méga-complexe EuropaCity, l'abandon de la Montagne d'Or en Guyane, la fermeture annoncée de Fessenheim. Est-ce que ce n'est pas beaucoup un bilan par là négatif ? Et on fait des transitions. Donc effectivement, il y a le fait d'assumer des fermetures. On peut y rajouter effectivement les 4 centrales à charbon d'ici la fin du quinquennat. Mais il y a aussi des aides. La transformation du crédit d'impôt en prime sur la transition énergétique pour que les ménages modestes puissent toucher directement des primes pour rénover leur logement. Le déploiement de 80 contrats de transition énergétique pour associer les territoires à cette transition et pour faire du développement durable, de l'aménagement du territoire. Il y a énormément de choses positives, les transitions des véhicules où on aide les citoyens qui veulent convertir un vieux véhicule avec un véhicule neuf et moins polluant, des forfaits mobilité. Donc il y a énormément d'aides et de mesures qui sont faites. Il y a aussi des fermetures et des choses symboliques, mais les deux sont complémentaires et nous agissons et ce n'est pas du tout ce que j'entends. On doit aller plus loin, mais nous sommes dans l'action et moi je veux défendre ce bilan. Oui, alors d'abord on va revenir sur les arrêts. C'est une très bonne chose d'arrêter des choses absurdes. Donc c'était une très bonne chose d'arrêter Notre-Dame-des-Landes et c'était une très bonne chose d'arrêter EuropaCity. Ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande ne l'ont fait. Ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande ne l'ont fait, je vous ferai remarquer. Finir une phrase. Donc c'était très bien de le faire. Ça n'aurait pas été fait s'il n'y avait pas une lutte tenace, continue, obstinée d'écologistes, de gens sur place, d'élus, de citoyens, d'ONG qui ont fait qu'il y a ce qui s'appelle un rapport de force et qui fait qu'au bout d'un moment, le gouvernement a abandonné ses projets. Mais le gouvernement a quand même continué à faire le grand contournement ouest de Strasbourg, qui est un projet d'autoroute totalement absurde. Il vient, il y a quelques mois, d'autoriser le projet d'autoroute Toulouse-Cazes. Dans tous les projets d'artificialisation micro qu'on voit à travers la France, il y a toujours le préfet ou l'État ou le gouvernement qui soutient ces projets. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'action des citoyens et des citoyennes qui permettent d'empêcher. Et après, si le gouvernement arrête Notre-Dame-des-Landes et EuropaCity, je vais vous dire bravo et je suis content. Mais il ne faut pas oublier que ça ne tombe pas du ciel, mais que ça vient des citoyens. Mathieu Cuip, alors est-ce que cela n'est dû qu'au rapport de force, nous dit Hervé Kempf ? Non, mais c'est dû au rapport de force. Mais quand nos amis écologistes, notamment d'Europe Écologie Les Verts, ont participé au gouvernement de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault entre 2012 et 2014, ils avaient un rapport de force interne et ils ne l'ont pas obtenu. Il y a aussi une volonté politique de cette majorité, pas uniquement, tu m'excuses, l'ensemble de La République En Marche, mais de l'ensemble des composantes de la Majo, qui pousse sur ces questions-là. Et l'obtention notamment de l'arrêt de Notre-Dame-des-Landes, de l'arrêt d'EuropaCity, de la Montagne d'Or, qui n'a pas été évidente parce qu'il y a des enjeux économiques. Moi-même, j'étais en Guyane il y a une quinzaine de jours, objectivement sur le territoire, même si les uns et les autres ont conscience de la nécessité d'éviter ces projets-là. Vous êtes dans des territoires où il y a 40% de chômage, 50% de chômage, et donc il a fallu aussi faire contre les collectivités locales, contre les grands élus locaux. Il fallait du courage, cette majorité l'a eu, et moi je pense qu'à un moment donné, le côté manichéen, c'est-à-dire vous êtes au pouvoir, tout ce que vous faites est nul, ça ne sont que des petits pas, je pense
pense que ce discours est aujourd'hui plus audible. Et d'ailleurs, ça n'est pas le discours que je tiens du tout, Monsieur Grip. Je viens de dire au contraire que j'approuvais la décision du gouvernement sur Europe Asie. Quand une bonne décision est prise par le gouvernement, c'est grâce à la mobilisation des écologistes. Mais à un moment donné, reconnaissez aussi qu'il peut y avoir un bilan indépendant de la mobilisation. C'est pas toujours vrai. Le grand contournement ouest de Strasbourg, qui est une infrastructure largement aussi nocive et aussi lourde que celle qu'on a citée, il y a même eu des députés de votre propre majorité, Madame Vonner, si j'ai bonne mémoire, qui a été gazée par des gendarmes, des gaz lacrymogènes en pleine figure, alors qu'elle protestait très pacifiquement avec son écharpe tricolore. Donc voilà. Je pense qu'il y a vraiment ce qui manque, c'est une vision en fait de là où on veut voir aller la France et d'une cohérence des politiques qui soit à la fois écologique, économique et sociale. Et c'est ça qu'attendent les Français. Et il y a une petite lueur d'espoir, et là je pense que nous serons d'accord, c'est avec la Convention citoyenne pour le climat. On a 150 citoyens tirés au sort et qui viennent de tous les milieux, de toutes les régions françaises et qui débattent ensemble de comment réduire les gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Il y a des mesures du coup ambitieuses. Ils donnent des mesures pour l'instant qui ne sont pas actées, mais ils proposent pour l'instant sur la table une obligation de rénovation progressive, mais avec des moyens. Et ça, c'est effectivement quelque chose sur lequel il faut discuter. Un bonus-malus supplémentaire sur les véhicules. On ne peut plus continuer à avoir des véhicules qui émettent plus de gaz à effet de serre tous les ans parce qu'on a de plus en plus de SUV. Des mesures pour réduire le fret routier. Le fret routier augmente au détriment du fret fluvial et ferroviaire. Ce n'est pas normal et ce n'est pas sain pour le climat. Des mesures également pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut nous donner une vision enthousiasmante et qui emmène les Français avec une justice sociale et des perspectives économiques. Il est intéressant aussi peut-être de noter qu'il y a eu un sondage là, qui a été fait récemment par ELAB pour Radio Classique, l'Institut Montagne notamment. Ce sondage, il montre que les Français, ils n'ont pas trop confiance dans la Convention citoyenne pour le climat, d'une part, et d'autre part, qui jugent sévèrement le bilan de la Macronie sur l'environnement. 66% des Français estiment que l'exécutif n'en fait pas assez pour contrer le dérèglement du climat. Jean-Charles Colleroy, finalement, on le voit, même si action il y a, en tout cas, elle n'est pas bien perçue par les Français. Est-ce que ça, c'est quand même une source d'inquiétude et en tout cas un sujet sur lequel il faut mieux s'exprimer? Oui, moi je crois qu'on doit réexpliquer notre action, l'ensemble des lois que nous avons votées. Moi je fais partie de la Commission développement durable et aménagement du territoire à l'Assemblée. On a voté une grande loi sur les mobilités, une grande loi énergie-climat, une grande loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. On a travaillé tous ces textes l'an dernier, jour et nuit, pendant des semaines et des mois. On parle beaucoup des retraites, de ce qui ne va pas et on ne parle pas de ces avancées. Donc redire comment ça s'applique dans le quotidien des Français, réexpliquer. Et puis là où je rejoins Madame Anne Bringot, c'est que effectivement sur la Convention citoyenne sur le climat, là il y a une instance qui peut nous aider à trouver du consensus, à sortir par le haut de ces problématiques. Moi, je suis ces travaux de près et j'espère qu'on va pouvoir trouver une réussite collective d'ici quelques semaines à l'issue des travaux de cette convention. Très rapidement, Mathieu. En 2 mots, j'ai l'impression quand même que la perception de l'action de la majorité aujourd'hui, elle est différente parce que vous avez chez Europe Écologie Les Verts et chez une partie de la gauche radicale l'idée que notre discours de raison pragmatique est toujours perçu et toujours vendu comme du renoncement. Or, c'est pas vrai. Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon qui explique que la loi, notamment que porte Brune Poirson sur le plastique, on aurait pu le faire en 1 an ou en 6 mois, évidemment, pour le grand public, c'est audible, c'est facile, c'est du prêt à mâcher. L'arrêt du plastique en 2040, effectivement, c'était un sujet qui a beaucoup marqué. Non, mais à un moment, vous avez aussi à prendre en compte, évidemment, la question de l'industrie, de l'économie, des emplois. On ne peut pas faire tout en un claquement de doigts. Et donc, évidemment, le discours de facilité face à un discours de raison, de gens pragmatiques qui ont les pieds dans la réalité, il est plus difficile à entendre, il est moins audible pour nos concitoyens. En tout cas, c'est un sujet aussi de regarder l'évolution du climat. Si on dépasse les 1,5 degré ou les 2 degrés, les impacts, il faut aussi dire la vérité sur ce que seront les impacts pour les Français, pour leur mode de vie, pour le prix de l'alimentation, pour la capacité à avoir accès à l'eau, pour la capacité à se loger. C'est vraiment des impacts extrêmement importants et donc il y a un pragmatisme à avoir, mais aussi un réalisme par rapport à l'avenir. Oui, mais il faut dire la vérité aux Français quand on propose des mesures radicales. Quand on propose l'interdiction de certains produits, il faut dire l'impact que ça aura pour le pouvoir d'achat des Français. Voilà. C'est dans cette tension-là que quand on est aux responsabilités, on doit être dans cette réalité face au changement climatique et puis expliquer que les transitions, ça prend du temps et pourquoi. Et anticiper la transition professionnelle et les reconversions. Oui. Voilà. C'est un sujet en tout cas qui, vous l'avez tous dit, intéresse beaucoup les Français, qui va intéresser notamment beaucoup lors de la prochaine campagne des municipales. C'est sur ce sujet d'ailleurs que Steve Jourdain a tout à l'heure interviewé Bruno Sido, sénateur Les Républicains de la Haute-Marne, salle des conférences.
Oui, Bruno Sido, ce conseil de défense écologique, ces mesures promises par Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est purement électoraliste à un mois des élections municipales maintenant? Non, je ne pense pas que ce soit électoraliste. Il y a une réalité, c'est que le climat change, se dérègle, que la mer de glace fond, c'est pas la première fois d'ailleurs, que la mer monte, on le mesure, que les vendanges se font plus tôt, enfin bref. Le climat change et il faut réagir. Ce qu'il y a d'un peu désespérant dans cette affaire-là, c'est que j'ai entendu les chiffres tout à fait dernièrement. L'Europe a baissé sa production de CO2. Les États-Unis, curieusement aussi, grâce au gaz de schiste d'ailleurs. Et tout est annihilé par l'augmentation de la production de CO2 de la Chine, qui consomme tant et plus du charbon. Et par conséquent, il y a une réalité, il y a une urgence. Plus d'ailleurs, je dois dire que plus on ira vite, moins ça coûtera cher et moins les effets seront graves. Et donc, inversement, si on n'agit pas, ce sera encore plus grave et encore plus cher. Il faut faire plus, il faut agir plus vite. Mais par exemple, l'extension des aires protégées à 30% du territoire, bonne ou mauvaise mesure selon vous? Écoutez, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on vient de créer, par exemple, en Haute-Marne, un parc national de la forêt. C'est une très bonne initiative, issue du Grenelle de l'environnement. Et donc, il faut avoir des initiatives de ce genre. On sait, par exemple, que les golfs en milieu urbain, c'est une bonne chose, malgré la consommation d'eau, malgré un certain nombre de choses. Et donc, il faut faire en sorte, effectivement, que l'on consomme moins de terres agricoles, qu'on redensifie les villes, etc., etc. Si je comprends bien, il n'y a plus de distinction droite-gauche aujourd'hui en matière d'écologie? Pas vraiment, parce que quand il y a des évidences, des réalités, eh bien, il faut faire face et agir en conséquence. Est-ce qu'il y a des mesures spécifiquement de droite en matière d'écologie? Non. En la matière, ce qui est de droite, c'est que on dit il y a une énergie qui répond à cette question, c'est le nucléaire. Pas forcément les éoliennes. Les gens, la population commence à avoir une overdose d'éoliennes. Le photovoltaïque, ça viendra après, et ça ne règle pas toutes les questions. Voilà, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a la chance d'avoir une filière nucléaire efficace et propre en termes de CO2. Il faut la conserver. Il faut la conserver. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'avoir répondu à mes questions. C'est à vous, Tam. Voilà pour cette interview de Bruno Sido. On va pas revenir sur le débat sur le nucléaire, mais Hervé Kempf, une des choses qui marque, c'est tout de même qu'aujourd'hui, tous les partis se préoccupent de l'environnement. Ils ont dû aussi se convertir face aux attentes des électeurs. Ça doit vous... C'est plutôt une bonne chose. Ça me ravit. Je reviens sur la même idée, c'est que c'est les citoyens et les citoyennes qui poussent. Et parfois, ils poussent contre des projets totalement désastreux et inutiles. Et après, un gouvernement sage entend cette poussée. Et parfois aussi, ils poussent par les élections dans l'échelon municipal, qui est en plus celui où on sent que chacun et chacune, on a une possibilité d'agir. Voilà. Parfois, ils poussent sur des mesures écologistes. Vous savez que quand on ferme des usines qui font des touillettes en plastique, il y a des citoyens qui se mobilisent. Quand on veut généraliser de l'éolien dans beaucoup de régions, beaucoup de citoyens se mobilisent. Donc vous savez, quand on est aux responsabilités, on a affaire à ces deux types d'injonctions des citoyens. Et on doit faire des choix et des transitions qu'on explique. Donc il ne faut pas oublier de rappeler la mobilisation citoyenne contre. On doit décider des projets éoliens avec les citoyens, effectivement. On essaye de le faire. On essaye de le faire. Et dans ces cas-là, ça marche. Sur les municipales, effectivement, il y a une mobilisation très très forte, y compris, nous on le voit, des associations et des citoyens sur le terrain qui s'engagent et qui interpellent les candidats. Il y aura des actions vendredi sur la publicité. Le réseau Action Climat va évaluer les programmes des principaux candidats sur 10 villes. Justement, est-ce qu'il ne faut pas faire attention un peu au greenwashing de certains candidats? Parce qu'on découvre un certain nombre de candidats qui sont très très verts sur les 6 derniers mois de leur mandat. Justement, on va faire un décryptage sur les 10 principales villes françaises, sur les principaux candidats, en prenant des mesures du pacte pour la transition qui ont été conçues avec plusieurs organisations. Et on fera un suivi de la mise en œuvre, parce que c'est effectivement sur le suivi que c'est important. Mathieu Cuip, les citoyens donc ils disent leur grand attachement à l'environnement, mais est-ce que la question aussi c'est sont-ils prêts à faire les efforts nécessaires? Est-ce qu'ils sont prêts à prendre le train plutôt que la voiture, à prendre moins l'avion, à acheter local et bio, tout ça? Il faut aussi se le permettre. Oui, il faut se le permettre, mais je crois que c'est aussi du rôle des pouvoirs publics, des collectivités locales, de les accompagner. Et en réalité, il y a une vraie prise de conscience de la part de nos concitoyens sur tous les enjeux écolos. Moi, je dis souvent, il y a le choc du koala, quoi, la puissance du koala. On a vu les feux de forêt en Australie et tout le monde vous en a parlé du koala qui brûlait. Oui. Et donc aujourd'hui, il y a une mobilisation des citoyens. Le symbole est parfois utile. Mais c'est ça, le symbole est utile. Et il y a une réponse en réalité de quasiment l'ensemble des candidats, quel que soit d'ailleurs leur bord politique. Ça va du communiste jusqu'au
Rassemblement national, de mobilisation sur les sujets locaux, environnementaux. Pas tous sont vraiment sincères sur le sujet. Je dis quand même que le sujet écolo n'est pas la propriété d'Europe Écologie Les Verts. Je trouve que c'est très bien qu'une partie de la gauche, que l'espace centriste, la République En Marche, le MoDem et aussi une partie de la droite se convertissent. D'ailleurs, l'écologie du concret, du quotidien, c'est l'écologie des territoires. C'est eux qui sont en première ligne en réalité sur toutes ces questions-là de changement climatique. Et c'est bien que les candidats et les futurs maires soient sensibles à ces sujets-là. Le mot de la fin. Non, moi, ce que je peux regretter aujourd'hui, c'est que parfois Europe Écologie Les Verts profite de la cause écologiste pour faire une campagne anti-gouvernement ou anti-Macron. Et moi, je pense que ce sont des sujets qui devraient dépasser que le gouvernement n'en fait pas assez. Oui, mais peut-être, et soyons challengés. Mais en tout cas, je trouve qu'on devrait tous se rassembler pour essayer d'en faire plus, du consensus derrière des propositions pour avancer. Et quand c'est bien, être capable de le reconnaître. Et puis quand il faut aller plus loin, là aussi, nous aussi, on doit se challenger. Oui, aller plus loin, c'est d'ailleurs le nom de cette émission. Merci à tous les 4 d'avoir participé au grand débat d'Allons plus loin. L'émission revient d'ailleurs demain à 17h30. À 7h30, notez que dans notre matinale Bonjour chez vous, Oriane Mancini reçoit Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de l'enfance. Très bonne soirée sur Public Sénat.